Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Le risque, c'est un danger éventuel, plus ou moins prévisible, qui peut causer un dommage. Nous n'avons pas tous la même tolérance au risque. Certains en ont une aversion profonde, d'autres s'y exposent avec délice. Je suis Armelle Solélac, serial entrepreneuse, investisseuse et double tour du mondiste. Pour cette 6e saison, nous allons explorer les ressorts de la prise de risque avec des athlètes, des entrepreneurs, des investisseurs et des personnalités inspirantes. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre. Cet épisode d'Outdoor Minds vous est offert grâce au soutien d'Above and Beyond, le fonds d'investissement Early Stage, spécialiste des secteurs du tourisme, des sports et des loisirs. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Thibault Labey, qui a été recommandé par Clara Deletraz, qu'on a eu le plaisir d'interviewer dans le 12e épisode de cette 6e saison d'Outdoor Minds. Bonjour Thibault. Bonjour Armelle, merci de me recevoir. Alors Thibault, est-ce qu'il y avait dans ton enfance des signes un peu précurseurs de la tournure qui a pris ensuite ta vie ? On est directement dans le sujet. Écoute, en y réfléchissant, il y a un côté aventure, exploration, découverte qui a toujours été un driver assez important pour moi. Et quand tu me poses la question, j'ai une photo de mon père quelque part au Yémen. Il était jeune géologue à l'époque. Et cette photo, elle m'a poursuivi. Il est avec des Yéménis en train de planter un poteau électrique au milieu du désert avec une Kalachnikov autour du cou, avec des mecs pareils qui ont des flingues autour du cou à côté de lui, et ils ont tous un regard. Ils sont très sérieux, mais en même temps, moi, ça m'a beaucoup impressionné cette photo, et je sais pas pourquoi ça m'a donné le goût, l'envie d'aller me mettre dans des situations improbables. Et mon père au quotidien incarnait pas forcément l'aventure, mais c'est vrai que quand j'ai moi-même commencé à me lancer dans des projets un petit peu foufou, j'ai senti que ça a ranimé une flamme que peut-être il attendait de voir réactivée par ses enfants. En tout cas, voilà, s'il y a un détail, c'est celui-ci, et je sais que cette photo, elle m'accompagne depuis très très longtemps. Ça marche. Alors justement, raconte-nous un peu ton parcours jusqu'à aujourd'hui. J'ai grandi à Orléans et à Nantes. Je suis rapidement parti faire des études de droit. J'étais à La Roche-sur-Yon au début, un petit bled en Vendée. Puis je suis parti en Angleterre et j'ai atterri ensuite à Paris en fac de droit. J'ai fait du droit international. Je voulais devenir délégué de la Croix-Rouge internationale. C'est les gens qui sont garants de l'application du droit humanitaire, du droit de la guerre. Les gens qui vont visiter des prisonniers dans les conflits, s'assurer que le droit, les conventions de Genève notamment, sont bien appliquées. Il y avait cette dimension un peu job aventure, job avec du sens, voilà, s'assurer que des personnes qui sont dans des situations compliquées ont toute l'aide ou tout se voient garantis leurs droits. Et puis il y avait cette dimension d'inconnu. Alors j'ai pas réussi, pour moi la voie royale pour ce truc-là, c'était de passer par Sciences Po. Je me suis fait recaler à l'oral, donc j'ai continué dans le droit, et finalement j'avais un copain à ce moment-là qui était très orienté business, droit, et je l'ai beaucoup écouté, et je me suis retrouvé dans des cabinets d'affaires à faire du droit international privé plutôt, et finalement à devenir avocat en droit maritime. Donc je représentais un peu tous les acteurs notamment du transport maritime et de la navigation. J'ai exercé à Marseille. J'ai pas exercé très longtemps. J'ai exercé 1 an. Au bout d'1 an, je vais passer des vacances avec mes parents, et ma mère me demande comment se passe mon boulot, et là je fonds en larmes. Et je me dis merde, il y a quelque chose qui va pas. J'ai tout ce qu'il faut pour être heureux. Mais globalement, en fait, si je devais résumer, j'avais 25 ans et j'avais l'impression que j'étais un peu en train de gaspiller une énergie, un feu sacré que je sentais en moi, et je sentais que ce feu, il était en train de s'éteindre petit à petit. Et donc là, j'ai fait un switch radical. Petite dédicace à Clara au passage, de Switch Collective. J'ai contacté plein d'ONG. Je me suis dit, il faut que je poursuive ce rêve de job de terrain, développement humanitaire. Et j'ai été envoyé au Cambodge pendant 1 an. Et là, j'ai eu un job vraiment terrain. Je parlais le khmer. Je visitais des gens qui bénéficiaient de l'aide de l'ONG. J'ai participé à construire
des projets d'infrastructure liés à l'éducation. Donc c'était un job avec beaucoup de sens, très concret, très pratique, et puis très aventure. Vraiment, c'était aujourd'hui, je fais du cinéma, on parle de fish out of the water. C'est vraiment, tu mets un poisson dans un environnement complètement différent et tu vois ce qui se passe. Souvent, ça donne des comédies. Il y a eu quelques situations comiques au Cambodge, mais ouais, c'est un bon défi. J'ai beaucoup aimé ça et si je déroule un petit peu et rapidement pour poursuivre l'aventure, je suis rentré avec 2 collègues du Cambodge à bord d'un tuk-tuk qu'on avait fait construire dans la banlieue de Bangkok. On a emporté 600 lettres qui étaient écrites par des gamins qui étaient parrainés par l'ONG qui s'appelle Enfants du Mékong. Et on les a rapportés pour les donner en main propre aux gens qui les parrainent en France. Et tout ça pour matérialiser le trajet que faisaient ces lettres qui normalement sont emmenées par avion. Donc on a traversé 17 pays en 4 mois. On a fait plus de 20 000 bornes. Il est arrivé forcément des aventures assez incroyables en chemin. Et en rentrant, je me voyais pas du tout redevenir avocat. J'avais une bonne désillusion sur le côté carrière dans l'humanitaire. Avoir une vie personnelle et familiale toujours été important pour moi. Et je me suis rendu compte que j'avais pas croisé, en faisant plein de rencontres dans ce domaine-là, j'avais croisé plein de gens qui justement n'avaient pas cet équilibre que moi je recherchais. Donc je me suis dit, ok, on fait un trait sur ce projet et on va trouver autre chose. C'est trop important pour moi d'avoir une vie familiale équilibrée. En rentrant, je suis coursier à vélo, je livre des plis dans Paris après avoir vu j'étais passionné de ça, après avoir vu un bouquin sur les coursiers à vélo new-yorkais. Et donc là, c'était assez ironique. Je me sentais très libre. J'allais livrer des plis dans les cabinets d'avocats et je me disais, aujourd'hui, j'ai pris un certain risque. J'ai fait un choix de me retrouver dans cette situation-là, mais au moins, je suis libre, indépendant et je ne dépends plus de ce qu'on peut projeter sur moi en termes de carrière et de métier. Et rapidement ensuite, j'ai rencontré les fondateurs de Ticket for Change, un projet qui se montait dans l'entrepreneuriat social. Mathieu Dardaillon, Joséphine Boucher, Abdel Gallet, qui étaient en train de créer tout un programme pour accompagner des porteurs de projets à impact positif. Et donc, j'ai monté un projet pour les accompagner dans leur premier pas. Ça s'appelait Ticket for Action. Dans la foulée, 3 ans après ça m'a donné le goût de l'entrepreneuriat. Puis j'ai rencontré Ferdinand Martinet, qui est devenu mon associé. Ensemble, on a créé Chiloé, qui est toujours aujourd'hui c'était en 2017, un média qui a introduit le terme de micro-aventure en France, donc d'aventure de proximité, on pourra en reparler. Et qui est également devenu une agence de voyage, donc qui propose des aventures, partir en groupe un peu partout en France avec des captains Chiloé, des guides passionnants. Et en 2022, dernier épisode, j'ai quitté Chiloé, donc j'étais rédac chef pendant 5 ans, pour redevenir indépendant et écrire sur des sujets totalement nouveaux. Je me suis mis en tête d'écrire de la fiction avec l'idée que les récits peuvent accompagner les grands changements de société dont on a besoin aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui je développe un long métrage, j'ai une newsletter qui s'appelle Géronimo, dédiée au pouvoir des histoires et comment elles influencent nos valeurs. Et voilà, et d'autres activités à côté. Est-ce que tu as quelques anecdotes sur les grandes galères, parce que c'est quand même ce qui fait les meilleures histoires, c'est pas toi qui vas me contredire, que tu as pu traverser lors de la création ou de la participation à Ticket for Action au départ, et puis évidemment de Chiloé? Ticket for Action, c'était le petit module d'accompagnement des entrepreneurs. On parle plutôt de Ticket for Change, qui est une entreprise sociale qui se développe, qui continue de se développer. Je suis très fier d'avoir fait partie. J'étais le premier salarié. Et c'est un projet qui continue à vivre, qui est incroyable. Et ce qui était compliqué au début, ça a été d'apprendre en même temps que les entrepreneurs que j'accompagnais. C'est-à-dire que on m'avait donné la responsabilité. Moi, j'avais ce background que je viens de te partager. Mais quand on est entrepreneur, quand on monte un projet, on a besoin d'avoir, je trouve, même si ça évolue, une vision, une image claire de là où on veut aller, de l'objectif qu'on veut atteindre. Et j'avais, moi, du mal à me projeter là-dedans. Et du coup, j'avais du mal à embarquer les gens autour de moi. Donc ça a été une grosse galère qu'on a corrigée peu à peu avec l'aide de Joséphine et Mathieu, qui m'avaient fait confiance sur ce projet, de préciser la direction qu'on voulait atteindre. Mathieu, aujourd'hui, il a écrit un bouquin qui s'appelle Anti-Chaos, que je vous recommande chaudement, dont l'objectif est d'aider à prendre des décisions dans un monde complètement chaotique et qui change tout le temps. Et il décrit un truc, c'est que quand tu veux bosser au quotidien sur des projets ambitieux, il faut déterminer le point Z, t'es au point A, il faut essayer de déterminer le point auquel tu veux arriver. Et ça va permettre ensuite de dessiner les points B, C, D, les étapes intermédiaires. Mais si il te manque la vision de l'endroit où tu cherches à arriver, encore une fois, ça peut évoluer, c'est compliqué de construire tes petites décisions du quotidien. Donc ça, c'était une galère sur
Ticket for Change. Sur Chiloé, on a lancé l'agence de voyage pendant le confinement. Donc, on avait, je me souviens, écrit une newsletter. Le titre, c'était Ivre, comme un titre du Gorafi, tu sais. Ivre, il décide de lancer une agence de voyage en plein confinement. Pas mal. Ça définissait vraiment le truc. Bon, c'est après c'est assez technique, mais pour devenir une agence, tu as besoin d'un agrément particulier. Et juste pour l'anecdote, en fait, on était en plein Covid. Il y avait, je crois, Thomas Cook, le gros tour opérateur, qui venait de plonger. Et du coup, l'organisme financier qui garantissait tous les tours opérateurs était en train de couler aussi. Et du coup, c'était plus possible de créer une nouvelle agence de voyage à ce moment-là parce qu'il y avait plus moyen d'obtenir la garantie financière qui te permettait d'avoir l'agrément. Donc, on s'est appuyé sur d'autres partenaires du milieu du voyage, mais ça a été un micmac pas possible. Et je salue au passage Ferdinand, mon associé sur Chiloé, parce qu'il a dépatouillé le truc. C'était vraiment digne d'un, tu sais, des travaux d'Astérix, là, quand ils se baladent pour obtenir des autorisations administratives, le formulaire B14, je sais pas quoi. Et puis il y a des moments, tu te dis, en tant qu'entrepreneur, est-ce que je suis pas un pirate, est-ce que je dois pas un peu contourner le système, mais tu te places en porte-à-faux, et ça, c'est, moi, tu sais, en tant qu'ancien avocat, j'avais du mal un peu avec, alors quoi que les avocats sont bons pour jouer avec les règles de droit, mais moi j'étais un peu flippé par cette situation-là, et finalement on s'en est super bien sorti. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton activité professionnelle aujourd'hui, plus en détail? Mon activité professionnelle aujourd'hui fait directement écho à ce qui a été mon travail sur Chiloé, qui était d'écrire des histoires, partager des histoires qui incitaient les gens à partir à l'aventure plus proche de chez eux. C'est-à-dire à changer, ou en tout cas adapter, certains le faisaient déjà, mais adapter leurs habitudes de consommation de voyage en disant ouvrons les yeux sur ce qu'il y a autour de nous, la nature qui est proche de chez nous, à toutes les expériences qu'on a la possibilité d'y vivre, et lançons-nous. Et pour ça, moi qui habitais en région parisienne à l'époque, j'avais eu besoin de certains leviers pour me permettre ça. C'était à trouver un endroit où on trouve les bonnes idées, les bonnes infos, les gens avec qui partir, et pourquoi pas un peu de matériel. Et en fait, c'est ce qu'on a cherché à lever tous ces freins avec Chiloé en racontant des histoires qui donnaient toutes ces infos-là, en fédérant une communauté, etc. Et ce qui a été magique, c'est que à bout de quelques temps, on s'est rendu compte dans les différents événements qu'on organisait, le festival, que les gens, pas mal de gens avaient ouvert les yeux là-dessus et étaient plus adeptes de la micro-aventure que de partir trop loin. On n'a jamais dit en 5 ans de Chiloé, arrêtez de prendre l'avion ou partez moins loin, etc. C'était plus, on va vous apprendre à aimer et à apprécier, à découvrir ce qui est proche de chez vous. Et je me suis rendu compte que pas mal de gens avaient ouvert les yeux là-dessus et changé leurs habitudes et adapté leur mode de vie à un monde plus contraignant aujourd'hui par les défis auxquels on fait face, notamment climatiques. Et ça, moi, c'est vraiment le truc qui m'a le plus, où je suis plus fier en fait de ce qu'on a fait, de ce qu'on a construit, parce que on a rendu, au lieu de taper sur les doigts, on a créé du désir. Et c'est vraiment au cœur de mon travail aujourd'hui, c'est comment, au lieu de faire peur en racontant des histoires, des dystopies qui nous projettent dans un futur qui est angoissant, on nous le dit tous les jours, et comment est-ce que on crée plutôt du désir pour un futur qui donne envie. Et comment est-ce que, en projetant les gens dans un futur qui donne envie, on leur donne aujourd'hui envie d'adapter leur mode de vie. Je vais pas parler de sobriété, tout ça. Je pense qu'on peut lire entre les lignes de ce que je dis, mais j'ai pas envie d'utiliser des termes qu'on nous rabâche encore aujourd'hui. Mais en tous les cas, ce que je fais aujourd'hui à travers scénarios de films de fiction, à travers des projets de documentaires et à travers ma newsletter dans laquelle je décortique la recette des histoires qui ont initié des grands changements, c'est explorer moi et partager la recette de ce qu'on appelle aujourd'hui des nouveaux récits, des récits qui donnent envie de se projeter dans un futur positif et du coup d'adapter nos habitudes et nos modes de vie aujourd'hui pour se mettre en mouvement vers ce monde plus positif. Voilà. Je sais pas si c'est bien résumé. C'est quoi pour toi le risque? Le risque, c'est de dire si je meurs demain, j'aurai les regrets qu'ont 99% des gens, ou je dis 99%, mais je me suis beaucoup intéressé à des interviews de personnes qui sont en fin de vie et on leur dit qu'est-ce que vous regrettez? Et mon risque, moi, c'est de regretter des choses et regretter. Et là-dessus, je suis très classique. Je rejoins en fait la teneur des interviews que j'ai pu écouter. C'est
regretter de pas avoir passé de temps avec suffisamment de temps avec les gens qui comptent pour moi. Regretter de pas avoir passé suffisamment de temps dehors, parce que j'adore être dehors, j'adore faire des sports outdoor, j'adore être dans la nature, j'adore contempler la nature, que ce soit dans mon jardin ou n'importe quel endroit à l'extérieur. Et regretter de ne pas avoir été suffisamment aligné. C'est peut-être le plus égoïste de tous, mais regretter de ne pas avoir fait au quotidien des choses avec lesquelles je me sentais en accord avec mes valeurs. Et ça explique pas mal mes différents changements, si tu veux, de professionnels. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils ont été initiés par une prise de conscience de OK, là, je suis pas au bon endroit, il faut que je change. Et c'est pas grave en fait. Hein. C'est assez inconfortable à chaque fois de changer parce que c'est changer vers quoi. Euh, ouais, donc le risque pour moi c'est ça, c'est regretter. Et puis le risque aussi c'est je suis devenu papa il y a 4 ans. Là j'ai deux fistons. Le risque c'est d'être un mauvais ancêtre. J'aimerais bien que j'ai pas envie que les gens se disent mes enfants, mes petits enfants se disent Thibaut, c'était un gars de ouf. J'ai pas besoin de ça. J'ai envie que les gens qui viennent derrière moi se disent, oh, c'était un gars bien. C'était vraiment un gars bien. Voilà, un gars bien. Et ça, ça se construit au quotidien, quoi. Donc j'essaye de prendre des décisions qui vont dans ce sens-là, que mes descendants quoi, se disent, ah, notre ancêtre, c'était un gars bien. Mais alors si justement, le risque, c'est un regret, un mauvais ancêtre, est-ce que ça t'excite? Est-ce que ça te paralyse? Comment tu vis le risque? Ça me galvanise, ça me fait prendre des décisions, parfois radicales. C'est beaucoup de prise de tête, hein, finalement, et parfois des moments un peu où tu te sens un peu paralysé parce que tu te sens coincé, tu sais pas quelle direction prendre. Alors, quels sont pour toi les plus gros risques auxquels tu t'es exposé? Est-ce que c'est, de quitter finalement le confort de la vie, de juriste ou est-ce que c'est, le passage, d'une vie, un peu entrepreneuriale, vers une vie d'auteur, même si quelque part, tu étais déjà un peu auteur en tant que rédac chef chez Chiloé? Alors là, ma réponse, elle va être un peu le risque, c'est de se faire chier, en fait. Ouais, très bien. Non, mais après, c'est aussi peut-être, ça va pas paraître aussi peut-être une réponse de privilégié, hein, mais je me dis souvent, dès que je m'ennuie un peu sur quelque chose, la vie est trop courte pour se faire chier, ou la vie est trop courte pour pas être aligné avec ce que je recherche, la vie est trop courte pour pas faire les choses que j'aime, la vie est trop courte pour pas passer suffisamment de temps avec ma famille, la vie est trop courte pour pas aider ceux qui en ont besoin, la vie est trop courte pour pas créer toutes les choses que j'ai envie de créer. Voilà, c'est ça. OK. Et si tu regardes ton parcours, est-ce que tu as l'impression que tu as commis des erreurs ou que, justement tu pas appris suffisamment de risques et qu'est-ce que tu en retiens au-delà de tout ça? Je te dirais avoir passé 8 ans à faire du droit et avoir pratiqué 1 an comme avocat, c'était sans doute une bêtise. Mais finalement, en fait, ça m'a vraiment, je post-rationalise le truc, ça m'a donné, je trouve, un niveau d'exigence dans ce que je fais qui a influencé tout le reste, quoi. Et puis au-delà de ça, moi j'ai abordé les études de droit en me disant j'ai envie de comprendre comment fonctionne le monde autour de moi et ça a participé à ça. J'ai adoré les études, c'est juste que j'étais pas heureux dans un cabinet d'avocats et puis quand je voyais des avocats, il n'y en avait aucun dans lequel je me disais je veux être cette personne-là dans quelques années. Donc voilà, il y a pas de là-dessus pas de regret, non. Alors tu as forcément, traversé des moments difficiles. Qu'est-ce qui te fait tenir dans ces moments-là et comment est-ce que tu puises ta motivation pour dépasser, ces difficultés? Moi, je suis assez cyclique. J'ai des moments de découragement. J'ai appris à les laisser passer, en fait. Je suis assez stoïcien là-dessus. En fait, quand tu es créateur, le vrai risque, enfin l'un des vrais risques, c'est que tu te lèves un matin et que t'aies plus le petit feu intérieur qui te pousse parce que quand tu es créateur et que tu débutes et que t'as pas de reconnaissance, globalement, il y a personne qui t'attend. Souvent, il y a pas grand monde qui te paye et t'es le seul moteur de ton activité. Et moi, c'est un peu mon appréhension. Ça arrive régulièrement. C'est d'avoir des jours, je me lève et ça, il y a pas quoi. Il y a ce petit feu, il est pas là. Alors t'essayes de remettre du petit bois, mais c'est compliqué quoi. Donc ça c'est un vrai, c'est des vrais downs. Et ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que
ça dépendait pas ça pouvait dépendre de moi, c'est-à-dire bon, bah, tu vas voir les gens qui te font du bien, tu fais d'autres trucs, tu fais les choses qui te redonnent de l'énergie. Ça, c'est les choses que tu peux faire et qui dépendent de toi. Il y a les choses qui dépendent pas de toi et du coup, bah, tu prends ton mal en patience. Et moi, je sais que ça revient. Le petit feu, il revient. Voilà, de la patience et de la persévérance. Tu vois, aujourd'hui, il y a une citation écrite dessus de mon bureau sur les scénaristes. Donc aujourd'hui, scénaristes de fiction, il y a écrit il y en a beaucoup qui essayent, il y en a peu qui persistent. Bah, c'est vraiment ça, quoi. Et la persistance, quand en plus t'es un peu quand ton petit feu il est pas là tous les jours, c'est un vrai enjeu, quoi. Est-ce que tu as des grandes satisfactions ou des grands accomplissements dont tu es particulièrement fier? Niveau perso, ma vie de famille, niveau pro, d'avoir sorti, c'est tout con, mais on a sorti 2 bouquins avec Chiloé, que j'ai écrits. Et en fait, quand tu fais du digital, c'est génial, hein, d'écrire des choses, etc. Mais un jour, tu reçois chez toi, ton éditeur t'envoie un objet, en fait, et que tu sais, cet objet, il va circuler, les gens vont l'avoir dans les mains, ils vont le lire au lit, aux toilettes, c'est génial, quoi. Et le guide Chiloé, le premier qu'on ait sorti, il a une couverture assez marrante qui se distingue pas mal et beaucoup de gens me disaient je l'ai vu chez un tel. Et ça c'est génial en fait, de dire voir le fruit de ton travail qui circule sous la forme d'un véritable objet, c'est une vraie satisfaction. C'est très tangible. Ça rend tous les écrits beaucoup plus tangibles que quand on publie uniquement en ligne, en effet. Exactement. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est de tester rapidement ses idées en fait et ses envies. Vraiment, c'est ça. Et tu vois, j'ai reproduit encore une fois cette semaine. J'ai une envie de projet documentaire. Et en fait, je me suis dit, c'est absolument avec ces personnes qu'il faut le faire. Et je l'ai contacté, j'ai testé l'envie, j'ai pitché rapidement. Et bam. Et en fait, c'est les meilleures manières de faire avancer les choses, c'est de parler de ces projets autour de soi. Et c'est un truc peut-être qu'on entend aussi pas mal dans les milieux entrepreneuriaux ou artistiques, c'est plutôt entrepreneuriaux, moins artistiques, mais parler de ses idées, parce que ça te met la pression en fait. Quand tu dis tiens, je vais écrire un bouquin, s'il y a que toi qui le sais, en fait t'as rendez-vous tous les jours avec toi-même et personne t'attend. Alors que si t'en as parlé à ton compagnon, ta compagne, tes parents, tes amis, peut-être des partenaires business, et ben tout à coup tu t'es engagé à le faire et ça te met en action. Qu'est-ce que tu sais avec une absolue certitude? Que la vie se terminera. Bon, je dirais pas que ça m'habite tous les jours, mais ouais, j'ai vu mon père malade pendant 3 ans et partir au bout, et ça m'a donné une vraie urgence de vivre et de encore une fois de faire tous les trucs qui sont importants, être aligné dans ce qu'on fait au quotidien, essayer d'être quelqu'un de bien, passer du temps avec les gens qui sont importants et passer du temps dehors. C'est ma dernière question. Quelle est la question que je t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Tu m'as pas demandé quels étaient mes rêves. Alors, quels sont tes rêves? Bah, mon rêve, c'est marrant. Mais je me suis posé un piège. Mon rêve, c'est de créer un objet culturel qui créera de l'émotion pour des millions de personnes. C'est un peu j'ai un aspect un peu mégalo, mais en tous les cas, mon rêve, c'est de créer de l'émotion. Je sais pas, un film, un bouquin, ce sera sans doute pas une chanson, mais en tout cas, c'est que d'avoir créé de l'émotion pour des gens qui la vivent à l'unisson au même moment. Je trouve ça dingue ce que font les réalisateurs, les metteurs en scène, les acteurs, les artistes de manière générale, qui créent des émotions pour des millions de personnes. Je trouve ça incroyable. Je sais pas si j'y arriverai, mais j'essaye. Je sais pas si je me donne complètement les moyens, mais en tout cas, ça me fait rêver. Et deuxième rêve, c'est de devenir c'est mon côté surfeur ascendant snowboarder, c'est de devenir un waterman. C'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui, comme Robinesh ou Kailani, je sais pas si tu connais, c'est des gens qui maîtrisent les sports de glisse, qui maîtrisent plein de sports de glisse. Voilà. Alors moi j'essaye, hein, j'en fais pas mal et je serai jamais l'un d'entre eux. Hein. Je serai jamais un Robinesh ou un Kailani, mais en tout cas, c'est un objectif. Merci beaucoup Thibault Labbé. Merci Armelle. Peut-être futur Laird Hamilton, d'avoir été Ouais, ou Laird Hamilton, ouais, c'est ça. Pour aujourd'hui. Voici les 5 points clés à retenir de cet épisode.
Le premier, c'est que si vous voulez un parfait équilibre entre vie pro et vie perso, n'allez surtout pas travailler dans l'humanitaire. Le deuxième point, c'est que être entrepreneur, c'est aussi être un peu pirate. Il faut accepter de dépasser certaines lignes ou à minima, d'essayer de les faire bouger. Le troisième point, c'est que le risque est un regret, un mauvais ancêtre, c'est le fait de s'ennuyer. Le quatrième point, quand c'est difficile, dites-vous simplement que c'est un cycle et que ça va passer. Votre petit feu va bientôt revenir. Et enfin, testez rapidement vos idées. Parlez-en le plus possible autour de vous afin qu'elles se réalisent. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu? Je vous invite à le partager autour de vous et à me soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela m'aidera beaucoup pour faire connaître ce podcast et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles personnalités inspirantes? Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très vite sur Outdoor Minds.